Vous nous suivez depuis les 5 communes de la capitale Conakry, mais aussi les villes environnantes, pourquoi pas dans les 4 coins de la Guinée, à travers notre chaîne YouTube, un peu partout dans le monde entier. Nous vous disons merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes et bienvenue dans Café Débat, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité au quotidien. Et comme vous le savez, fidèles téléspectateurs, et nous vous le rappelons tous les jours, nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Nous sommes encore en mode déplacement, cette fois-ci toujours dans les locaux de la NGR, et avec nous, nous recevons Madame Dr Habiba Silla. Elle est épouse du président de la NGR, Ibrahima Abe Silla. Elle est responsable des stratégies principales, elle est principale stratégiste de cette structure politique, bien sûr. Et avec elle, nous parlerons d'actualité en République de Guinée. Vous le savez, les partis qui sont en liste, 12 ont été déjà validés par la Cour constitutionnelle, parmi lesquels la NGR, Ibrahima Abe Silla, vous l'avez entendu la fois dernière, qui va briguer la magistrature suprême et qui promet d'être le prochain président. Et tout ce qu'il a promis, vous l'avez déjà entendu. Et ce n'est que partie remise, puisque nous sommes en période pré-campagne. Mais avec une dame a attiré notre attention. C'est cette dame qui est toujours auprès de Abe Silla, son épouse. Est-ce que quel est son rôle auprès de Ibrahima Abe Silla et qui est Dr Habiba Silla d'abord? Bonsoir madame. Bonsoir et merci pour cette charmante invitation. Aussi félicitations pour votre programme et je suis à vous. Donc, alors nous commençons d'abord par nous cherchons à savoir qui vous êtes. Tout le monde, la Guinée, les Guinéens se posent la question, est-ce que madame est comme l'épouse de Abdoulaye Wade, comme l'épouse de Alassane Ouattara, qui est toujours auprès d'elle, comme l'épouse de Lansana Kouyaté, des grands hommes quand même qui sont aujourd'hui, ne sont plus à présenter. On vous voit toujours auprès d'Abe Silla dans ses voyages et dans les zones les plus risquées ou les plus favorables, et même dans ses actions. Est-ce que qui est Dr Habiba Silla? Je vais vous donner un petit background sur moi. Je suis une femme assez polyvalente et je vais donner une idée sur mon parcours académique d'abord. J'ai une licence en sciences biologiques, ensuite une maîtrise en microbiologie, un premier doctorat d'état en biochimie clinique que j'ai eu au Maroc et que j'ai terminé en France. Et j'ai un deuxième doctorat d'état en immunologie que j'ai fait à la faculté de médecine au Canada. Et j'ai ce qu'on appelle un certificat d'études postdoctorales en médecine moléculaire, où j'ai travaillé sur certaines maladies comme le cancer, et le diabète. Bien. Je suis aussi très impliquée dans le développement international, surtout en éducation. Donc, je travaille dans la réglementation des médicaments pour le gouvernement canadien. Je travaille aussi, j'ai certaines positions en Afrique. Je suis la vice-présidente de la 6e région, de l'Union africaine 6e région. Est-ce que vous connaissez Non, est-ce que vous permettez... Bon, même si moi je le sais, puisque c'est les téléspectateurs qui ont souhaité savoir qui vous êtes, oui. Il serait mieux que vous les expliquiez. Bon, la 6e région, l'Union africaine, comme vous le savez, l'Afrique est composée de 5 régions, le nord, le sud, l'est, l'ouest et la région centrale, l'Afrique centrale. En 2012, en présence du président américain Obama et tous les chefs d'État africains, l'Union africaine a lancé ce qu'on appelle la 6e région. La 6e région, c'est toute la diaspora africaine à travers le monde. Pourquoi l'Union africaine a pensé à cette 6e région? Parce que, comme on dit, personne ne peut sentir les problèmes et aider à résoudre les problèmes africains comme les enfants des pays africains. Donc, on a compté sur la diaspora pour construire un pont
entre leur pays de résidence Oui. et leur pays natal. Mhm. Donc, c'est cette diaspora à travers le monde qui constitue la 6e région. D'accord. Et comme la 6e région, comme la diaspora est très concentrée aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, elle est plus concentrée qu'en Europe et en Asie, Oui. l'Union africaine a mis un bureau au Canada qui couvre toute la région américaine et je suis la vice-présidente de ce bureau. Et c'est qui la présidente? Et le président, c'est un jeune homme du Nigeria. En plus de mon implication en Afrique avec l'Union africaine 6e région, j'étais aussi directrice des relations internationales et des partenariats internationaux pour ce qu'on appelle AIMS. Je ne sais pas, AIMS c'est un acronyme anglais, mais c'est l'Institut africain des sciences mathématiques. Je suis sûre que beaucoup de gens ne connaissent pas ce AIMS. C'est un réseau de centres d'excellence pour former des scientifiques africains en sciences mathématiques appliquées au sujet de développement de l'Afrique. Par exemple, les sciences mathématiques, on les trouve partout. Ouais. Même en poésie, vous pouvez appliquer les sciences mathématiques. Donc, cet institut, ou ces instituts, ce network d'instituts, forment des jeunes scientifiques africains pour appliquer les sciences mathématiques, que ce soit à l'industrie minière, à l'industrie forestière, à l'agriculture. Et donc, ce network, ce réseau est formé, je pense maintenant, de 6 centres internationaux à travers l'Afrique. Bien. Celui qui est plus proche de la Guinée, c'est un centre au Sénégal. D'accord. Alors, un parcours, disons, exceptionnel pour une femme. Et déjà, ça nous amène à penser que vous n'êtes pas, vous avez tout, malgré tout ce que vous avez comme connaissance, vous avez quand même jugé nécessaire d'apporter quelque chose à la Guinée auprès de Abessila. Mais bien avant cela, vous avez parlé de on vous a présenté votre parcours académique, votre expérience professionnelle et tout ce que vous avez aujourd'hui entamé pour la Guinée. Mais par rapport à ce cette 6e région, alors nous voulons comprendre un peu comment vous aidez les élites de l'Afrique, par exemple, les enseignants-chercheurs qui sont là aujourd'hui, qui ont besoin de se former. Ce sont des formateurs, mais aussi ils ont besoin tout le temps d'augmenter leur expérience. Vous qui avez cette possibilité, comment vous les gérez? Vous savez, quand vous avez la chance de vivre dans un pays étranger, vous apprenez beaucoup dans ce pays, mais vous êtes aussi toujours, vous pensez toujours à votre pays natal. Vous dites, quand vous voyez un projet, vous regardez ce projet, vous dites, mais ça peut bien marcher chez moi, ça peut bien marcher en Guinée. Pourquoi je ne le transfère pas? C'est pour ça que la 6e région, c'est le pont pour transférer la technologie, transférer le savoir, transférer la démocratie, transférer les finances, transférer même du matériel, des trucs de charité et tout ça. Donc, pour revenir à votre question, ça dépend de ce dont le pays a besoin. Si le pays nous fait signe et nous dit, écoutez, on a des chercheurs, mais on a besoin de créer des collaborations avec d'autres laboratoires ou d'autres institutions dans le domaine de la recherche. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on connecte les deux. On connecte les deux et on essaye de voir avec celui qui a l'expérience et celui qui a la technologie, d'aider non seulement en transférant la technologie, mais aussi en formant des gens qui ne vont pas dépendre de ces pays hôtes. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Alors, autrement, on a vu Ibrahim Abessila, qui est un entrepreneur à la base, il faut le dire, un ingénieur qui a fait ses preuves hors du pays, mais aussi en Guinée, parce qu'il y a des investissements dans le pays. Mais malgré tout, vous êtes celle qui est chargée de toutes les stratégies que monsieur adopte.
Est-ce que vous êtes celle qui lui a conseillé aussi de s'impliquer dans la politique guinéenne? Non. Président Abbé Sylla aussi ressent la dette de payer son pays natal qui l'a formé. C'est grâce à ce pays natal que Abbé Sylla est né. C'est grâce à ce pays natal que Abbé Sylla a commencé ses études primaires. Ouais. Donc ça c'est un sentiment qui existe chez tous les gens qui ont vécu à l'extérieur. On se sent endetté envers le pays natal. Mais aussi, on sent qu'on a beaucoup de bagages à partager avec notre pays natal pour qu'il avance, pour qu'il progresse. Parce que si on est dehors, c'est qu'on n'a pas trouvé dans notre pays ce dont on a besoin. Oui. Mais quand on le voit dehors, et qu'on voit les capacités de l'Afrique et les capacités de la jeunesse africaine, les capacités de la femme africaine, on se dit mais... Et surtout sa potentialité. Mais bien sûr, on se dit mais ça je peux le faire chez moi, ça c'est très facile. Et c'est comme ça qu'on sent ce devoir de rendre à César ce qui appartient à César. L'exemple c'est que la Guinée a un problème sur le plan de l'électricité. Il a voulu bien sûr venir en aide à la Guinée dans ce domaine. C'est cela? Vous savez, quand vous avez une formation en ingénierie, comme président Abbé Sylla, vous êtes polyvalent aussi. Moi, je suis polyvalente dans plusieurs domaines, mais lui, en ingénierie, il est plus polyvalent que moi. Par exemple, je vous donne l'exemple. Ici, en Guinée, il est connu comme Monsieur Électricité. Oui. Aux États-Unis, il est l'expert en télécommunications. Donc, c'est son éducation, c'est sa formation d'ingénieur qui lui permet d'appliquer les bases d'ingénierie dans différents domaines. Selon les besoins. Selon le besoin, parce que c'est les mêmes formules, c'est les mêmes calculs, c'est les mêmes principes de réflexion. Et donc, maintenant, on s'est lancé aussi dans les mines. On applique exactement la même chose dans les mines. C'est la même chose, c'est toujours la même chose. Ok. En plus de ça, président Abbé Sylla a aussi de l'expérience en gestion financière, en gestion de projet, en gestion humaine. Et il l'a prouvé à différentes échelles. Par exemple, il a travaillé pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Bien. Il a travaillé aussi, là c'était dans l'énergie, mais imaginez qu'il a aussi travaillé aux États-Unis pour le gouvernement américain, dans le transport, dans le ministère des Affaires étrangères. Vous voyez la polyvalence. Oui. D'accord. Et donc, ça c'est une polyvalence qui n'existe pas comme ça, au hasard. Et même si on regarde les 12 candidats ou les 11 autres candidats, je défie n'importe qui pour me dire que quelqu'un de ces candidats a les compétences polyvalentes que président Abbé Sylla a. Mais surtout comment dirais-je, l'expérience aussi. L'expérience, mais c'est les deux. C'est la formation en ingénierie, la formation politique, la formation professionnelle, mais aussi les résultats qu'il a déjà donnés. Il s'est prouvé lui-même. Il s'est prouvé lui-même. Vous êtes un stratégiste principal. C'est quoi ce rôle de stratégiste principal? C'est quoi votre rôle? Mon rôle, c'est de le conseiller. Quand on est devant une situation, on la discute. On n'est pas juste tous les deux, on a un groupe assez restreint au sein de la NGR et on discute ouvertement toutes les étapes par lesquelles, par exemple, on discute le plan économique, on discute la stratégie pour la campagne électorale, on prend des décisions ensemble. Donc c'est un travail d'ensemble, de groupe, mais je donne des conseils. Moi je donne des conseils, que ce soit au président ou que ce soit au groupe.
au groupe. Vu mon expérience assez polyvalente, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, je suis aussi la vice-présidente de l'association diplomatique du Canada. L'association diplomatique du Canada. Moi, je ne suis pas diplomate, mais l'ensemble des diplomates au Canada ont décidé de m'inviter pour que je sois membre de leur association, et j'étais la première à être élue comme vice-présidente de cette association. Donc, je m'implique dans plusieurs pays, dans la politique de plusieurs pays, et en cette capacité, je suis conseillère de M. Ibrahim Abessila. Le plus souvent, les conseillers ont beaucoup de fil à retordre pour convaincre le patron. Il y a des conseillers qui n'existent que par le nom. Est-ce que vous n'avez pas ce problème avec Abbé? Non, Abessila, vraiment, c'est une personnalité extraordinaire. Il écoute. Il écoute. Vous savez, si quelqu'un vient vous dire qu'il sait tout, il vous ment. On apprend chaque jour. On apprend chaque jour. Ce qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire avec M. Abessila et même son équipe, c'est que toujours il y a quelqu'un qui vient avec une nouveauté et on écoute tous ensemble. Même moi qui est la conseillère, j'apprends chaque jour des autres. Et Abessila est dans cette même situation. Donc, on se partage de l'information, on prend la décision en la discutant ensemble, et c'est comme ça qu'on avance. À vous entendre, vous n'êtes pas une femme qui se laisse instrumentaliser. Vous avez tout ce bagage, c'est parce que vous avez voulu être toujours devant. Est-ce que c'est le même regard? Est-ce que c'est venu d'un constat que nous voyons aujourd'hui? Les femmes sont instrumentalisées, elles ne sont jamais au premier rang, toujours reléguées au second rang. Je vais vous dire, moi j'ai des parents qui n'ont pas eu la chance d'étudier. Mon père a atteint un niveau primaire, et ma mère, je pense, moins qu'un niveau primaire. Je pense qu'elle a fait 2 ans à l'école et ça s'arrête là. Tout ce qu'elle sait, c'est lire son nom, et mon père parle un peu français, il écrit un peu français et ça s'arrête là. Mais c'est grâce à eux que je suis arrivée là où je suis arrivée. Ils voulaient voir en moi ce que eux n'ont pas eu dans leur vie. D'accord. Et je me rappelle, mon père, paix sur son âme, me permettait de faire 2 choses et me poussait à faire 2 choses. Le sport et les études. Et le sport, grâce à lui, j'ai atteint des niveaux internationaux. J'étais membre de l'équipe nationale d'athlétisme du Maroc pendant des années, et je suis aussi jusqu'à maintenant juge international en gymnastique, qualifié pour juger aux Jeux Olympiques et aux Championnats du monde. Donc c'est grâce à mon père qui voulait voir en moi toutes les choses que lui... et ce n'est pas impossible. Vous savez, la femme africaine surtout est toujours assoiffée de savoir. Et Dieu nous a donné une certaine adaptabilité. Très facilement, on s'adapte très facilement, mais on a des capacités incroyables. Donc, ce que moi je pense j'ai atteint comme niveau, toute autre femme peut l'atteindre. Malheureusement, ici en Guinée, ce que j'ai remarqué, c'est que la femme est mise dans un cadre qu'elle ne doit pas dépasser. Elle est là pour les enfants, pour préparer à manger, pour garder la maison propre et pour prendre soin de son mari. D'accord? Ça, ce sont des choses que toute femme doit faire, mais au-delà de ça, on ne doit pas oublier que la femme, c'est plus que 50% de la société. Si vous n'avez pas une femme assez développée, une femme au moins éduquée pour faire le suivi avec ses enfants, émancipée, au moins une femme émancipée, vous ne pouvez pas progresser. Je vais vous dire quelque chose. Tous les pays qui sont gérés par les femmes réussissent mieux que les pays qui sont gérés par les hommes. Regardez l'Allemagne. On prend l'exemple sur Angela Merkel. Voilà. On prend l'exemple sur l'Allemagne. Pourquoi?
La femme, d'abord, est polyvalente. La femme, elle peut faire plusieurs choses à la fois. La femme, quand elle travaille avec tout son cœur. Elle pense à la chose avec tout son cœur et tout son savoir et toute sa cervelle. Mais aussi, on ne peut pas corrompre une femme. C'est très difficile de corrompre une femme. Justement, mais sauf que les femmes guinéennes, vous le comprenez, le constatez le plus souvent, quand il s'agit, quand le terrain est trop miné ou qu'il y a la tension, ce sont les femmes qui sont utilisées ici pour dire les femmes veulent ça. Et c'est le cas, par exemple, de celles qui ont dit qu'elles ont payé la caution du président de la République, alors qu'on sait en réalité que bon nombre de ces femmes ne peuvent pas me payer ces montants. Et dire maintenant que c'est les femmes africaines, celles du marché par exemple, qui souffrent beaucoup pendant les périodes de campagne, ce sont elles qui sont dans la rue. Et c'est nos mamans. Vous ne pouvez plus vous mettre devant ces dames-là parce qu'elles sont déjà utilisées contre vous. Justement. Écoutez, parmi les raisons pourquoi j'ai accepté d'aider Abbé pendant cette campagne, c'est surtout pour les femmes. Les femmes n'ont pas la position qu'elles méritent dans ce pays. Les femmes n'ont pas la priorité qu'elles méritent dans ce pays. Et les femmes ne sont pas récompensées comme il faut dans ce pays. Quand vous vous levez le matin, qui sont dans les rues en train de vendre, en train de suer, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent du mari, qui s'occupent même de mettre du pain sur la table, ce sont des femmes. Qu'est-ce qu'on leur offre? Rien du tout. Une femme en Guinée, elle ne peut pas dormir tranquille parce qu'elle sait que ses enfants ne vont pas à l'école. Elle ne peut pas dormir tranquille parce qu'elle sait que son mari, s'il est malade, elle n'a pas où l'emmener. Elle ne peut pas dormir tranquille parce qu'elle sait qu'elle-même, c'est la base de la famille. C'est pas l'homme, c'est la femme. Si quelque chose lui arrive, c'est la destruction totale de la famille. Elle est la plaque tournante. Elle est la plaque tournante, mais c'est elle qui porte sur ses épaules la responsabilité de toute cette famille. C'est elle qui garde la famille ensemble. Je les vois chaque matin, les pauvres en train de s'entretuer à vendre des petits légumes, des petits pains, et avoir même avec des enfants dans leur dos. Cette femme n'a pas de repos. Cette femme ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Je vais avoir du temps pour prendre soin de moi. Encore moins penser au loisir. Moins penser au loisir, moins penser à elle-même. Il y a beaucoup de femmes qui veulent retourner aux écoles, aux études. Il y a beaucoup de femmes elles n'ont même pas le droit de rêver. Donc quand j'ai vu dans le programme d'Abbé Sylla que la femme c'est une priorité, d'abord je suis d'accord. Et deuxièmement, je me suis faite une mission pour moi-même, pour ces femmes-là. Et comme j'ai dit, la femme, c'est plus que 50% de la société. Si vous la mettez à l'écart, c'est comme si vous avez perdu la moitié de votre cerveau. Une fissure. C'est la moitié de votre cerveau. Alors, imaginez un pays qui fonctionne avec la moitié de son cerveau. Est-ce que ça va donner des résultats? Non. Regardons l'exemple de ce qui se passe au Rwanda. La réussite du président Kagame, c'est grâce aux femmes. 65% des femmes sont au Parlement. Ce n'est pas pour rien. Il s'est entouré de femmes parce qu'on peut faire confiance à une femme de mener à terme tout projet qu'on lui donne. Ouais. On peut faire confiance à une femme de finir un travail avec excellence. Et on peut faire confiance à une femme qu'elle ne va pas être corrompue et que le projet va aller ailleurs. Et quand une femme soutient un homme, c'est qu'elle est sûre que ça va réussir. Bien sûr. Et non seulement que c'est sûr que ça va réussir, d'abord, une femme ne soutient un homme que si elle a confiance en cet homme. Et moi, j'ai entière confiance en Abbé Sylla, pas seulement Abbé Sylla, la personne, mais Abbé Sylla, le produit, la compétence, l'humanité d'Abbé Sylla, qu'est-ce qu'il a déjà fait,
et même qu'est-ce qu'ils pensent faire au pays. Voilà, vous avez compris un peu. C'était donc la première partie du Café Débat. 25 minutes, nous avons dépassé largement la première partie. On est approché, madame. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Nous marquons une courte pause et nous revenons après la pause thé. De retour sur ce plateau de Café Débat, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité. Vous avez vu, nous décryptons l'actualité, mais on a voulu faire un focus pour docteur Habiba Sylla, épouse de Abbé Sylla, stratégiste principale. Et vous avez posé assez de questions autour d'elle. Finalement, vous avez votre réponse. Dans la deuxième partie, nous nous accentuons sur l'actualité. Nous, docteur, encore une fois, bienvenue dans Café Débat. Merci, merci. L'autre question, c'est de savoir quelle perception avez-vous sur la Guinée actuelle? Ce n'est pas une perception, j'ai eu la chance de visiter la Guinée, j'ai eu la chance d'interagir avec les Guinéens et les Guinéennes. Je vais vous mentir si je vous dis que ce que j'ai vu me fait plaisir. La Guinée, c'est un pays merveilleux. La Guinée est bénie. C'est un pays extraordinaire auquel Dieu a donné toutes les richesses qui puissent exister sur terre. À commencer par la belle pluie qui n'arrête pas de tomber, la fertilité du sol, l'être humain, la jeunesse, où on a plus de 70% de jeunes de moins de 35 ans, aussi de femmes très compétentes et travailleuses, d'une richesse minière inimaginable, de richesse hydraulique illimitée. Exceptionnelle. Donc c'est un pays qui a tout. Mais quand vous regardez le Guinéen et la Guinéenne, qu'est-ce qu'ils ont? Ça, c'était le choc de ma vie. C'est la misère absolue. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs pays africains et je compare. Je n'ai jamais vu la pauvreté en Afrique comme la pauvreté que j'ai vue ici en Guinée. Ça fait très mal. Surtout que la population guinéenne, on est à peu près 12 millions de personnes. Ceci ne dépasse même pas 2 millions de personnes. En général, quand vous faites la balance entre ce que la Guinée a comme richesse et le nombre de familles, automatiquement chaque personne ou chaque famille doit être une famille riche. Ce qui n'est pas le cas. Il n'y a uniquement que deux catégories ou deux classes. Il y a la classe inférieure, et c'est la plus prépondérante, et la classe d'élite qui vit dans le luxe extrême, et c'est une poignée qui vraiment prend le dessus sur le pays. Est-ce que c'est injuste? Mais bien sûr que c'est injuste. Parce que vous avez, en réalité, il y a des pays, c'est parce que ni le sol ni le sous-sol n'est riche. Et c'est ce qui fait la pauvreté de leur pays. Mais il y en a certains qui n'ont même pas ces ressources, mais qui vivent bien. Parce que tout simplement, les ressources sont bien partagées. Pas uniquement les ressources sont bien partagées. Je prends l'exemple, moi je suis guinéenne, je suis une fière guinéenne. Je suis aussi originaire du Maroc, je suis marocaine. Et donc je compare les deux pays. Le Maroc n'a même pas 10% de la richesse que la Guinée a. Pourtant, le Maroc est un leader en énergie solaire. Vous savez qu'il a la plus grande station au monde d'énergie solaire. C'est un pays exportateur en agriculture. C'est un pays touristique que vous ne pouvez pas imaginer. Vraiment, les rentrées, c'est du tourisme. Mais à part ça, on n'a rien. Allez-y voir le Maroc. On est 100 ans en avance que ce qui se passe ici en Guinée. Allez-y voir le Maroc. Tout ça, c'est la gestion. La Guinée n'a pas besoin d'argent. La Guinée n'a pas besoin qu'on lui donne de l'aide. La Guinée a tout. La Guinée a besoin de gestionnaires. La Guinée n'a pas besoin de politiciens parce que jusqu'à maintenant, j'ai étudié un peu l'histoire de la Guinée.
Si vous voulez vraiment des politiciens, donc la misère est là. Si vous voulez de beaux parleurs, vous avez ce qu'on appelle les griots. Mais la Guinée a besoin de gestionnaires qui vont gérer, d'abord qui vont savoir ce dont la Guinée a besoin, qui sont capables de mettre en place ces infrastructures et qui sont capables aussi de gérer, que ce soit les ressources humaines, les ressources financières et aussi gérer le pays réunir le pays. Pourquoi doit-on voter pour Abessila? Abessila, je compare, c'est pas parce qu'il est mon mari, loin de là. Mais quand je le compare aux autres candidats, Aux 11 autres candidats, y compris Alpha Condé et Cellou Dalein. Y compris Alpha Condé et Cellou Dalein, je défie n'importe quelle personne qui puisse venir et me prouver que Abessila n'est pas en tête de liste de toutes ces personnes-là et de loin. Abessila a l'expérience politique, il a l'expérience dans la gestion, il a l'expérience dans l'infrastructure, il sait ce dont le pays a besoin. Abessila a les mêmes propres. Il est le seul qui n'a jamais travaillé pour le gouvernement guinéen. Abessila n'a jamais mis la main sur un franc guinéen et Abessila n'a pas faim. Et ça, c'est très important. Quand vous mettez Abessila, il a atteint tous les objectifs de sa vie. Donc, pour lui, comme je vous ai dit au début, c'est une dette. Il veut aider son pays. Il est tellement riche en idées, en projets. D'ailleurs, ses investissements ne sont qu'une illustration de ce qu'il peut faire pour ce pays. Ce que je veux que les Guinéens et les Guinéennes sachent, avoir quelqu'un comme Abessila n'arrive pas à chaque jour, n'arrive pas chaque année. Même si vous attendez notre 10 ans, vous n'allez pas avoir quelqu'un comme Abessila. Donc, comparez-le aux autres, comparez ce que les autres ont fait, et vous allez juger vous-même qu'il est temps de changer de cap et d'aller avec quelqu'un comme Abessila, qui non seulement qu'il ne prend pas, mais il donne à la Guinée. Ses œuvres sociales peuvent parler de lui-même. Je défie n'importe qui puisse me dire s'ils ont fait la même chose pour la Guinée comme ce que Abessila a fait pour la Guinée. D'accord. Est-ce que vous avez pesé un peu les lourdes tâches? C'est vrai qu'il y a des donnes à changer, mais il y a beaucoup d'enjeux. Le pays a beaucoup de défis à relever aujourd'hui. Il y a le secteur de l'énergie, il y a le secteur de l'hydraulique, il y a les infrastructures, il y a la justice, la sécurité. Moi je dis, il y a pire que ça. Vous savez, quand vous voyez le Guinéen, il n'a même pas les bases d'une vie normale. Il n'y a pas de couverture médicale. Moi j'étais sidérée et choquée en même temps. Ça m'a fait très mal de savoir qu'une femme enceinte qui se présente à l'hôpital d'Anka, pour qu'elle rentre, pour qu'on l'emmène avoir un bébé, il faut qu'elle paye un ticket. Je ne comprends même pas à quoi ça sert ce ticket. Si vous n'avez pas ce ticket, vous ne rentrez pas. Quelqu'un qui a eu un accident de voiture et qui est entre la vie et la mort, on l'hospitalise. S'il n'a pas payé un ticket d'entrée, il ne pourra pas être soigné. On ne le regarde même pas. Mais est-ce que, même si on est en train d'avoir affaire à des animaux, on ne va pas les traiter de cette façon-là. Ce que je viens de savoir aussi, c'est que les femmes guinéennes qui vont donner naissance à des enfants avec une césarienne, elles sont couvertes, parce qu'apparemment il y a un dahir, où il y a, elles sont couvertes gratuitement pour être payées, pour être prises en charge gratuitement, mais une fois là-bas, il faut payer avant qu'on aide la femme à accoucher. Mais c'est dans quel pays que ça existe?
Ça fait mal au cœur de voir des enfants dans les rues, des enfants qui doivent être dans des écoles, qui doivent être dans des centres sportifs, qui doivent être en train de vivre leur jeunesse. Ils sont en train de vendre sur les rues, ils ne dorment pas pour aider leurs parents à mettre un bout de pain sur la table. Alors que ces enfants, l'éducation de ces enfants c'est quelque chose, chaque enfant a droit à une éducation. Ça, quand vous envoyez les enfants vendre, quand vous les laissez, les parents arrivent à un point où ils n'ont plus le choix que de garder les enfants pour aller vendre, pour les aider à survivre. Donc quand un enfant ne va pas à l'école, vous lui volez son rêve, vous lui volez son futur. Mais l'école guinéenne n'est même pas sûre aujourd'hui, quand on sait que c'est les professeurs, les enseignants, non pas le niveau pour la plupart. Et il y a aussi, lors des examens, ce sont les encadreurs qui poussent, comme ce fut le cas cette fois-ci, qui aujourd'hui sont complices de la tricherie. Ah, je ne dis pas ça. Vous savez, un enseignant, on commence par l'enseignant lui-même. Un enseignant ici en Guinée est très mal payé. Alors, comment compter sur un enseignant que lui-même est en train de survivre? Comment vous pouvez compter sur lui pour former les générations futures? Si cet enseignant n'est pas bien payé, si cet enseignant ne vit pas à l'aise, si cet enseignant n'a pas une maison décente où quand il rentre chez lui, il peut réfléchir et préparer les cours de demain. Si cet enseignant n'a même pas les moyens de transport pour venir chez lui, ça c'est quelqu'un qui prépare les futures générations. Donc vous ne pouvez pas demander à un enseignant de vous donner quelque chose que lui n'a pas. Ça c'est un. Deuxièmement, la structure de l'enseignement ici, on ne forme pas les enseignants. Ils sont formés dès le début et ça y est, la formation s'arrête là. Ça se limite là. Non, la formation est continue. Voilà, la formation est continue. Ensuite, ils travaillent dans des écoles, dans des classes délabrées, dans des classes qui n'ont pas la base, que ce soit sanitaire, environnementale, une base pour pouvoir être à l'aise. Ils passent toute la journée avec les étudiants dans cette classe. S'il n'est pas à l'aise dans cette classe, comment voulez-vous qu'il vous donne un résultat? Justement, c'est ce qui va nous amener sur la piste du développement d'un pays. Certains pensent qu'il faut que l'élite soit bien formée, des technocrates. On a vu que ce n'est pas forcément ça. C'est le cas du Liban, par exemple, où on a pris un gouvernement de technocrates, mais cela a enfoncé le pays. Et il y a des hommes comme Abessila, votre époux, et le président de la NGR, qui pensent que c'est la classe moyenne. Êtes-vous d'accord avec cette perception? Si oui, en quoi cela peut être? Avant de répondre à votre question, j'ai dit tout à l'heure que le Guinéen et la Guinéenne n'ont pas de structure de base. J'ai parlé de la santé, j'ai parlé de l'éducation. Mais il y a pire. Il y a l'eau. Même l'eau potable, on n'a pas accès à l'eau potable. On ne peut pas boire, on ne peut pas cuisiner avec de l'eau propre, on ne peut pas se laver avec de l'eau propre. Pourtant, c'est un pays qui a des barrages partout. Il y a une pluviométrie extraordinaire, une bénédiction de Dieu. Et la différence chez nous, c'est que même s'il pleut pendant 10 ans, il n'y a pas de possibilité d'inondation qui, aujourd'hui, comme le cas du Sénégal, du Niger. Mais quand vous voyez toute cette bénédiction divine, fertilité, de l'eau, je vais répéter l'exemple. Il y a 2 jours, je me suis arrêtée au bord de la route, j'ai vu de très belles oranges. J'ai dit, tiens, au moins, il y a quelque chose qu'on peut apprécier à avoir en Guinée. Je m'arrête, je demande, je dis, elles sont d'où ces oranges? Je dis, ah, elles sont importées. Ah bon? Un pays avec toute cette fertilité, les oranges sont importées. Non seulement qu'elles sont importées, mais elles coûtent la valeur de 3 $ américains le kilo. Mais quel Guinéen qui va se permettre d'avoir des oranges à 3 $ le kilo? À côté de ces oranges, approximativement 30 000 francs. Voilà. Guinéens. Alors que le salaire moyen d'un Guinéen de la classe inférieure ne dépasse pas 1 $ par jour, 30 $ par mois.
À côté de ces belles oranges, il y a de belles pommes. Je me suis dit, ok, les oranges ne viennent pas d'ici, je vais demander les pommes. Et les pommes, il me dit, non, c'est importé aussi. Et ça coûte, l'unité, elle coûte 3 000 à 5 000 francs guinéens l'unité. Je n'en revenais pas. Pour aller d'ici à Lambani en ville, ce n'est même pas 10 km, ça vous prend 3 heures. Mais où est l'infrastructure? Où sont les routes? Où sont On ne peut même pas avancer, on ne peut même pas marcher. Les égouts, tout est bouché. Les déchets partout. Donc, comme je vous ai dit, la Guinée, avec tous ses problèmes, n'a pas besoin d'un politicien. Parce que la Guinée est riche, elle a besoin d'un gestionnaire qui sait ce qu'il fait. Et le seul gestionnaire qui a les capacités de mettre en place un programme scientifique et durable, c'est Abbé Sylla. Parmi les 12. Parmi les 11, parmi les 12, c'est Abbé Sylla. C'est l'unique. Et je demande à tous les Guinéens et à toutes les Guinéennes de réfléchir, vraiment bien réfléchir et de prendre une décision une fois dans leur vie, de penser à eux-mêmes. On a parlé des femmes tout à l'heure qui ont voté ou qui ont aidé le président de la République à payer sa caution. Ça, d'abord, elles ne sont pas les femmes guinéennes de la majorité. Ça, c'est une minorité, ou bien qu'elles travaillent pour le RPG, ou elles travaillent pour le gouvernement, et c'est grâce à ce gouvernement qu'elles ont pu cotiser, si elles ont cotisé, si ce n'est pas de la mascarade publicitaire. Pourquoi elles vont cotiser? Qu'est-ce qu'elles ont reçu, ces femmes, pour cotiser? Mais ce n'est pas la voix de toutes les femmes, parce que toutes les femmes, les femmes, la majorité des femmes, elles sont encore dans les rues. Elles sont encore dans la misère. Donc je demande à toutes ces femmes, à tous ces jeunes, à tous les Guinéens et les Guinéennes, de bien réfléchir. Ils n'auront pas cette occasion d'avoir un Abbé Sylla encore. Ce n'est pas possible. Mais de penser à eux-mêmes, dire, ok, on a fait ça pour ce président, on a fait ça pour ce président, on a voté pour ce président parce qu'il m'a glissé dessous, mais maintenant, moi, je veux une vie aisée et durable. Pour moi et mes enfants. Et moi et mes enfants, et je veux assurer le futur de mes enfants. Le seul qui peut faire ça, c'est Abbé Sylla. Alors, le développement, madame, c'est ce que tous les Guinéens veulent aujourd'hui, le développement, comme vous avez dit. Vous savez, je suis en train de rattraper vos questions. Je suis vraiment désolée. Mais comme tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a deux classes, classe inférieure et classe supérieure, et vous avez posé la question à propos de la classe moyenne. Un pays ne peut pas se développer sans classe moyenne. Et la beauté de la Guinée, c'est que si elle investit dans la classe moyenne, elle aura moins de responsabilités, parce que la classe moyenne va s'enrichir et elle va prendre soin d'elle. Si elle prend soin d'elle, c'est moins de responsabilités sur le gouvernement. C'est très facile de développer la classe moyenne. Je vais vous donner un exemple que le président Abbé Sylla avait déjà entamé, mais je vais le reprendre pour vous montrer les capacités de ce qu'on peut faire dans ce pays. Je prends le domaine de l'énergie. Dieu a donné beaucoup de choses, beaucoup de produits énergétiques pour la Guinée, et la Guinée est capable de produire jusqu'à 6000 mégawatts d'électricité. Pour fonctionner, la Guinée n'a besoin que de 1500 mégawatts. Mais ce qu'on peut faire, c'est on peut développer 2000 mégawatts pour tout le pays. On va donner à chaque région 500 mégawatts. Les 500 mégawatts pour produire 1 mégawatt d'électricité, c'est 1 million de dollars. 500 mégawatts, c'est 500 millions de dollars. 500 millions de dollars, pour avoir le projet, il faut que le gouvernement dépose 20% à 25% sur la table. On va aller juste avec 20%. Et 80% pourrait être reçu comme un crédit d'institution financière. Oui. Mais l'institution financière ne pourra jamais vous donner les 80% si vous ne déposez pas sur la table les 20%.
un chef d'État qui a le cœur sur son pays, qui pense au développement réel de son pays, il va voir s'il a ses 20% d'abord. S'il ne les a pas, l'instinct va aller vers le peuple. Il va dire à son peuple, écoutez, j'ai besoin de 20% des 500 millions. Je vous donne la priorité d'investir. Et je suis sûre que la Guinée a beaucoup de gens qui peuvent investir dans ces 20%. Par calcul, si on prend les 20% des 500 millions, et si on prend que chaque personne investisse un 10 000, et il y en a tellement de gens ici qui ont un 10 000 $ pour investir, Bien. donc on va avoir besoin de 10 000 personnes. En investissant ces 10 000 $, la première année, ils vont recevoir, on a fait tous les calculs, la première année, ils vont recevoir 18 000 $. Donc déjà la première année, non seulement que vous avez récupéré votre 10 000 $, vous avez mais 8 000 de plus. 8 000 de plus. Et vous allez avoir ça pendant 35 ans. Ça veut dire que votre avenir est garanti pendant plus de 35 ans, parce que ce que vous recevez par an, c'est déjà... Voilà. Si vous investissez 100 000 $, vous allez avoir 180 000 $ par an pendant 35 ans. Même si vous investissez 100 $, vous allez avoir un revenu et un revenu pendant 35 ans. Comprenez? Donc, en faisant ça, les gens pourront prendre ces bénéfices et les investir aussi dans d'autres projets, et ça va encore générer plus de profits. Ils n'ont plus besoin du gouvernement pour leur assurer une sécurité sociale. Ils n'auront plus besoin du gouvernement pour envoyer leurs enfants à étudier. Déjà, ils n'auront plus besoin. Ils sont actionnaires. Non seulement qu'ils sont actionnaires, ils ont leur fierté de participer au développement du pays, et ils deviennent indépendants. Formidable. Et c'est ça ce que les pays africains ont commencé à faire. L'Éthiopie fait ça, le Sénégal fait ça, c'est fait partout dans le monde. La Guinée a raté cette occasion à 2 reprises. Non, ils n'ont pas raté. Ils ne savent pas. À 2 reprises, hein. On pouvait le faire pour Kaleta et pour Swapiti. Mais bien sûr. Mais il faut que quelqu'un ait les compétences de gestionnaire pour faire ça. On ne peut pas juste l'imaginer et le faire. Vous avez laissé le pouvoir à un professeur, il l'a vendu aux Chinois. Si vous le laissez à un griot, il va le vendre aux Russes. Il faut le laisser à un gestionnaire qui a l'expérience de générer du profit. Et ça, c'est le cas d'Abessila. Abessila, donc. Alors, pour finir, pratiquement, puisque nous sommes encore à 22 minutes, on a dépassé le temps, nous sommes désolés, fidèles téléspectateurs, nous sommes emportés par la qualité de l'exposé. Alors, madame, pour terminer, on s'intéresse un peu au ténor, pratiquement, ou au gros bonnet de cette compétition. Et on cite déjà Alpha Condé, Cellou Dalein, Abessila, Kabene. Les 4 sont déjà cités. Alors, on va calculer, on va un peu, nous souhaitons que vous exprimez un peu, dans une compétition, vous avez ces gens-là et que vous êtes dedans. Le professeur Alpha Condé, parti au pouvoir dans une telle élection où il y a le NGR. Ça vous dit quoi? Avec tout respect pour le chef de l'État, professeur Alpha Condé n'a pas le droit et ne devrait pas se présenter à ces élections présidentielles, pour la simple raison qu'il a juré 2 fois à respecter la Constitution, chose qu'il n'a pas faite, et deuxièmement, on voit son bilan, on sait ce qu'il a fait, il est temps de passer la torche à quelqu'un d'autre pour continuer le travail. Il y a une vie après les termes politiques, et j'espère que professeur Alpha Condé va bien réfléchir et sortir par la grande porte, comme a fait Mandela. Cellou Dalein Diallo. Je suis contente de voir, avec la décision de Cellou Dalein Diallo de participer aux élections présidentielles, la première chose qu'il m'a prouvé, c'est que l'ANGR a eu raison depuis le départ. Parce que quand l'ANGR a décidé
de partir pour les élections législatives. Non, on n'a pas décidé d'aller pour le double scrutin. C'était uniquement les législatives pour nous. Le double scrutin, c'est devenu double scrutin à la dernière minute. Voilà. On a été traité de tous les noms. On a même été accusé qu'on était avec le pouvoir, que c'était un jeu, et Maintenant, je suis très contente que, enfin, Cellou Dalein a compris que rester dehors n'amène pas de résultat. Il faut rentrer pour se battre. Il faut rentrer pour combattre. Et en le voyant venir à l'intérieur, dans l'arène, ça m'a fait plaisir parce qu'il n'a fait que prouver que la NGR avait raison depuis le départ. Et maintenant, il suit l'exemple de la NGR. La chaise vide ne paye pas. Et heureusement qu'il a compris ça. Malheureusement pour d'autres, parce que j'aurais bien aimé d'autres compétiteurs entrer, parce que c'est le groupe qui pourrait faire le changement. Il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire que le changement pourrait toujours arriver. Oui, mais la date de dépôt est dépassée déjà, donc ils sont hors compétition. Non, ceux qui sont là sont suffisants pour faire. Pour finir, Kabele est ancien ministre de la Défense, ancien collaborateur du professeur Alpha Condé, qui a aussi un peu d'expérience à l'international. Monsieur Kabele, c'est sa première expérience. Je ne connais pas son palmarès en tant que gestionnaire, mais je lui souhaite toute chance. Toute chance. Derrière la NGR. Derrière la NGR, toujours. Alors, madame, pour terminer, je veux juste ajouter un petit mot. Oui. Ça m'a fait aussi plaisir, bien que c'est un milieu compétitif, de voir 2 femmes se présenter au présidentiel. C'est un grand plaisir de voir au moins à ce niveau-là qu'il y a des femmes qui ont été encouragées à entrer. J'espère que ce n'est pas une mascarade et j'espère qu'elles sont là vraiment pour se battre pour le pays. Notamment donc, les deux Makale Traoré et Makale Camara. Alors, Exactement. pour terminer, docteur, nous n'avons pas terminé. Bon, ce n'est que partie remise, hein, on aura le temps. Vu que c'est intéressant de vous prendre dans l'émission, alors dans Café Débat, pourquoi pas à la radio, puisqu'on doit commencer dans la semaine prochaine, qu'est-ce qui n'a pas été dit là qui vous tient à cœur en 1 minute? Ce qui n'a pas été dit, c'est ce qu'on peut faire ou ce que la NGR a en tête pour faire pour les femmes, pour la jeunesse. Devant la caméra. Il y a tellement de choses à dire, 1 minute n'est pas suffisante, mais ce que je veux, c'est qu'il est temps que le Guinéen et la Guinéenne pensent à eux-mêmes maintenant. Il est temps qu'ils se réveillent. Les politiciens, ils vont tous leur mentir pendant la période des élections. On va venir avec un sac de riz, on va venir vous transférer un peu d'argent, mais je vous garantis qu'une fois élu, vous êtes oubliés pendant 5 ans. Donc, je demande à tous les Guinéens et aux Guinéennes de bien prendre en considération leurs biens, de réfléchir, de s'aligner derrière Abessila, parce que c'est l'homme aux mains propres, c'est le seul homme qui a la capacité de changer le pays et c'est le seul homme qui a la capacité de développer la Guinée. Merci. Merci madame. Voilà, c'est en ces mots que nous rendons ce plateau, un débat qui a été très intéressant, surtout riche. Vous avez découvert alors qui est docteur Habiba Silla, épouse de Abbé et stratégiste principal. Donc demain, au compte d'un autre numéro, vous aurez un autre invité autour d'un autre sujet, mais d'ici là, prenez soin de vous. Merci et au revoir.